Jusqu'ici, Emmanuel Macron se bornait à demander une trêve humanitaire. Hier soir, pour la première fois, il a employé le mot de cessez-le-feu. C'est la ligne de la France insoumise depuis plusieurs semaines. Vous saluez ce changement aujourd'hui ? Oui, j'ai envie de dire enfin. Il aura fallu plus de 11 000 morts civiles, dont 4 000 enfants. Il aura fallu 1 million de personnes déplacées. Il aura fallu une catastrophe humanitaire la plus totale depuis un mois, des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, avant que Emmanuel Macron défende la seule ligne qui est tenable, celle qui est demandée par le secrétaire général des Nations Unies, celle qui est demandée par les ONG qui sont présentes sur place, qui est celle d'un cessez-le-feu. Mais j'ai envie de dire que de temps perdu. Maintenant, il faut agir vite pour que cette voix-là, en France, elle résonne au Proche-Orient, elle résonne auprès de Benjamin Netanyahou. Alors justement, Benjamin Netanyahou a immédiatement réagi aux propos d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien souligne, je cite, que la responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas qui les utilise comme bouclier humain. Donc c'est la preuve, une fois de plus, que Benjamin Netanyahou associe l'ensemble de la population civile palestinienne au Hamas. C'est comme si je vous disais que j'associais l'ensemble de la population israélienne au crime de guerre de Benjamin Netanyahou. Alors c'est pas, Pour c'est autant, pas vraiment je ce fais qu'il la dit. C'est divergence. pas vraiment ce qu'il dit. Mais ça veut dire Il dit aujourd'hui que la riposte israélienne est la conséquence de ces attaques du Hamas. Donc, non, il dit que le Hamas prend les civils palestiniens comme des boucliers humains. Ça veut dire que finalement... Ce qui a été prouvé et documenté. S'en prendre aux civils, c'est finalement une forme de dommage collatéral. Et donc, tuer 11 000 civils, 4 000 enfants, je ne sais pas si on se rend bien compte. On en est à une situation aujourd'hui dans la bande de Gaza où les femmes inscrivent le nom sur la peau de leur enfant au cas où ils se retrouvent tués et bombardés pour qu'on puisse les reconnaître. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'ensemble de la population de la bande de Gaza se demande bien comment ils vont pouvoir survivre, à la fois à cause des bombardements, mais aussi parce qu'ils sont encore aujourd'hui privés d'eau, d'électricité, privés de nourriture, privés de ce dont ils ont besoin pour survivre. Mais vous contestez le fait qui a été documenté et prouvé que le Hamas utilise une partie de la population comme bouclier humain? Vous contestez? Attendez, c'est pas la question aujourd'hui. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des civils innocents qui sont tués. Et si vous voulez me faire dire que ce qu'a fait le Hamas en Israël est absolument insupportable, intolérable, inacceptable, il n'y a aucun problème. Ils ont semé la terreur, mais on ne répond pas à la barbarie par d'autres crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et juste un dernier mot sur Emmanuel Macron. Maintenant, il faut de la cohérence, parce que je reviens du Parlement européen où j'y étais cette semaine, et les macronistes alliés à la droite et l'extrême droite ont refusé que notre Parlement européen, comme mon groupe le demande depuis un mois maintenant, vote en faveur d'un cessez-le-feu. Et je pense que le poids diplomatique de l'Union européenne, plutôt que d'apporter un soutien inconditionnel, comme a fait la présidente de la Commission européenne, tout comme la présidente de l'Assemblée nationale en France, d'apporter un soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou, il faut que cette voix forte porte pour qu'elle porte jusqu'en Israël et que la pression diplomatique s'exerce sur Benjamin Netanyahou. Benjamin Morel, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé ce changement de position de la France à travers ces mots d'Emmanuel Macron, qui a donc employé pour la première fois le terme de cessez-le-feu hier soir? Il y a une volonté de construire une forme d'équilibre dès le début de ce conflit, en réalité, de la part d'Emmanuel Macron, mais une manière de tenter de construire l'équilibre extrêmement maladroite. Qu'est-ce qui fait initialement, je dirais, la forme d'équilibre de la position française, si vous prenez les années 80, 90, début des années 2000? D'abord, vous avez une ligne, et cette ligne, elle est claire. Elle est portée par la diplomatie française, qui est une ligne à la fois issue des accords d'Oslo, 2 États, et de l'autre côté, un dialogue qui est un dialogue avec tous les acteurs de la région. Aujourd'hui, on voit que cette ligne se veut équilibrée, mais en réalité, elle cherche un peu à ménager la chèvre et le chou en appuyant sur des thématiques très très différentes. Quel est le rapport entre, d'un côté, dire à la presse britannique « cessez le feu », et de l'autre, dire, il y a quelques semaines avec Benjamin Netanyahou, écoutez, on va construire une coalition générale contre le Hamas sur le modèle de Daesh. Vous voyez que vous envoyez d'un côté le chaud, de l'autre le froid, et que, in fine, vous perdez sur les 2 tableaux. Parce que Benjamin Netanyahou ne peut pas être sensible aujourd'hui à l'approche d'Emmanuel Macron. Mais ceux qui, dans le monde arabe, pourraient représenter également des intermédiaires, ont été quelque peu échaudés par les propos qui ont été les siens avec Benjamin Netanyahou. Donc, in fine, vous êtes sur une logique qui est une logique assez peu maligne, constructive, d'un point de vue diplomatique, parce que vous ne vous ménagez aucun rapport. On voit que ces discours, ils ont également, et peut-être d'abord, un objectif de politique intérieure. On est aujourd'hui dans une volonté de calmer les tensions qui peuvent être liées sur le territoire national à ce conflit. Pour ça,
vous envoyez des symboles, vous envoyez des mots qui ont un effet diplomatique probablement assez désastreux, et dont vous espérez qu'ils seront reçus par toute ou partie de la population française. La position d'Israël, c'est pas de cessez-le-feu tant que les otages ne sont pas libérés. Ce n'est pas entendable, selon vous ? La libération des otages, je crois que l'ensemble des forces politiques de notre pays y appellent très fermement. Mais aujourd'hui, bombarder l'ensemble de la population civile palestinienne, il va falloir m'expliquer en quoi cela ramène les otages. Ça crée un chaos sur place. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut laisser œuvrer l'ensemble des forces internationales pour essayer de faciliter, de négocier la libération des otages, avec un rôle de médiation de l'Égypte, du Qatar, qui, j'espère, et en tout cas, c'est notre souhait le plus fort. Mais je crois que des familles des otages, y compris, se sont exprimées en disant « Mais attendez, bombarder l'ensemble de la bande de Gaza, ça ne va pas forcément nous ramener. Au contraire, ça risque de les frapper, de les cibler, parce que le Hamas, un, risque de se venger, deux, comme toute la bande de Gaza, en tout cas le nord, est bombardé sans cesse, eh bien... ils peuvent être aussi tués dans ces conditions. Et c'est vrai que votre analyse, Benjamin Morel, est vraiment intéressante et je la partage sur la contradiction de l'action diplomatique française. Et c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète, parce qu'on est issu d'une tradition, d'une histoire diplomatique où la voix de la France a pesé dans la recherche de la paix au Proche-Orient. Et aujourd'hui, ces mouvements de va-et-vient de la diplomatie française à travers la voix d'Emmanuel Macron fait qu'on n'est plus audible, plus crédible. Et finalement, on ne protège plus grand monde. Benyamin Netanyahou n'écoute personne, ni l'ONU, ni la France, ni l'Union européenne. Je crois qu'il écoute quand même un peu son allié historique des États-Unis, et je souhaiterais que les États-Unis changent de fusil d'épaule, si vous me permettez cette expression vu le contexte, et que les États-Unis enfin appellent eux aussi à un cessez-le-feu. Il y a un grand mouvement pour la paix, je crois assez inédit aux États-Unis, y compris de la communauté juive qui appelle à un cessez-le-feu. Et puis, s'il y avait aujourd'hui une voix aussi claire qui était portée de la part de l'Union européenne, y compris en utilisant les leviers. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, depuis le Parlement européen, c'est quand la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, à juste titre, nous avons utilisé tous les leviers de rétorsion contre la Russie, que ce soit des leviers économiques, des leviers ensuite de soutien, évidemment, à l'Ukraine, des leviers diplomatiques. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose vis-à-vis d'Israël, parce qu'Israël a été notre partenaire historique. Ce deux poids, deux mesures, il m'est insupportable. Je crois qu'il est insupportable pour beaucoup de nos citoyens européens. Est-ce que cet appel au cessez-le-feu, ces mots employés pour la première fois par Emmanuel Macron, peuvent entraîner derrière lui l'Union européenne et pourquoi pas les États-Unis dans cet appel clair et net à un cessez-le-feu ? Non, probablement pas. D'abord parce que vous avez des logiques politiques internes de l'ensemble des États européens et des États-Unis qui vont être profondément divergentes sur ce sujet-là, et que, qui plus est, aujourd'hui, pour des raisons qu'on a un peu évoquées, la voix de la France, et on peut le regretter, n'est plus aussi forte. C'est lié à tout un tas de facteurs qui ne sont pas d'ailleurs liés uniquement à Emmanuel Macron, mais vous avez une communication qui a souvent remplacé les vieux liens diplomatiques très discrets. Vous avez eu un affaiblissement continuel du Quai d'Orsay depuis le début des années 2000. Vous avez un Emmanuel Macron qui a quand même remis en cause le statut des diplomates il y a 2 ans, et donc qui fait qu'aujourd'hui, la diplomatie française est tout de même fondamentalement affaiblie, même si elle continue à avoir une portée, même si elle a une existence, même si on a un réseau diplomatique beaucoup plus étoffé que la plupart de nos voisins. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a plus tout à fait le même rôle, notamment dans cette partie du monde, rôle moteur, rôle également d'intermédiaire, qui pouvait être le nôtre au début des années 2000, lors des belles années Chirac. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, la parole de la France, et on peut le regretter, que ce soit au niveau européen, où nous sommes très très isolés, on n'est pas forcément très très bien avec Berlin, on n'est pas non plus très très bien avec l'Espagne, avec l'Italie. Donc notre capacité d'entraînement est très limitée, et ça c'est probablement pour l'instant l'un des grands échecs diplomatiques d'Emmanuel Macron. Je dirais il n'a pas réussi à devenir une force d'entraînement, que ce soit au niveau continental ou au niveau international. La difficulté, et on le voit bien avec le bombardement des hôpitaux, c'est qu'on le sait de manière certaine, prouvée, le Hamas a installé son QG, notamment dans cet hôpital qu'on a vu, dans les sous-sols, sous les écoles, sous des camps de réfugiés de l'ONU, ce qui évidemment complique la tâche de l'armée israélienne dans son objectif de détruire le Hamas. Donc, est-ce que ça justifie de mettre à terre l'ensemble du système médical, comme a été pointé du doigt par le directeur de l'Organisation mondiale de la santé ? Est-ce que cela justifie de s'en prendre aux blessés qui se trouvent et qui sont soignés dans le peu d'hôpitaux ? Puisque vous l'avez dit, la moitié seulement des hôpitaux sont encore
partiellement en service, c'est même pas complètement en service. Est-ce que vous considérez que, comme l'a dit et répété la France ces dernières semaines, Israël a le droit légitime de se défendre à travers cette riposte? Mais le droit à la défense n'est pas le droit à la vengeance. Le droit à la défense ne peut pas se faire en violant le droit international. Et en l'occurrence, cibler des hôpitaux, cibler des écoles, ce sont des crimes de guerre. Cibler de manière indiscriminée des civils, ce sont des crimes de guerre. Priver de nourriture, d'eau et aussi de médicaments, puisque les médecins dans ces hôpitaux opèrent désormais la plupart du temps sans anesthésie. On est d'accord sur le constat, on a vu les images. Mais d'une épaule, d'une jambe, sans anesthésie. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cet objectif militaire? De la brutalité de l'horreur. On est d'accord sur le constat. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif militaire d'Israël, qui est de détruire le Hamas? Est-ce que vous êtes d'accord? Faut-il détruire le Hamas? Vous le voyez à quoi ça conduit? Il faut anéantir le Hamas, mais pas en anéantissant l'ensemble de la population de la bande de Gaza. Puisqu'on sait que les civils sont enchevêtrés avec vous le savez, les militants. La seule solution au Proche-Orient et singulièrement dans la bande de Gaza, mais c'est aussi vrai en Cisjordanie, dont on parle assez peu, mais la situation a fait que les colons prennent encore plus de terre à l'heure actuelle. La seule solution, elle est politique, elle n'est pas militaire. Sinon, c'est quoi? C'est une guerre totale. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre autour de la table les dirigeants du Hamas et les dirigeants israéliens. Mais quelle autre issue qu'un cessez-le-feu, deux, une reprise des discussions diplomatiques? Vous allez avec le Hamas 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous voyez aujourd'hui une réunion avec autour de la table des dirigeants du Hamas et dire c'est totalement impossible. Est-ce que Benjamin Netanyahou a tout fait pour favoriser le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne qui était le seul cadre légitime pour agir? Oui ou non? Oui, ça a été prouvé. Lui-même a dit devant le Likoud, il faut tout faire pour financer le Hamas. Parce que quoi? Parce que le Hamas ne veut pas d'une solution à deux États. Et donc, vous le voyez, oui, le Hamas est une partie du problème. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que Benjamin Netanyahou a laissé faire le massacre du 7 octobre? Vous savez? Benjamin Netanyahou a laissé prospérer, se développer le Hamas. Oui, ça a été maintes fois prouvé. Oui, Benjamin Netanyahou a dit publiquement: si l'on veut faire en sorte d'éviter la solution à deux États, qui est ce que le gouvernement d'extrême droite israélien veut éviter à tout prix, alors oui, il faut faire prospérer ce mouvement terroriste qui va s'en prendre aux civils et qui va faire en sorte que, à la fin, il n'y a pas de solution à deux États. Aujourd'hui, c'est la seule voie qui est faisable pour retrouver le chemin de la paix. Le problème que nous avons, là où vous avez raison, c'est que une partie des acteurs en présence, à la fois le gouvernement israélien d'extrême droite et le Hamas n'en veulent pas. Mais l'autorité palestinienne en veut. Une grande partie des citoyens, à la fois israéliens et palestiniens, en veulent. Et donc, c'est la responsabilité de la communauté internationale, des Nations Unies, d'essayer de trouver ce chemin. Il est difficile, il est ténu. Je ne dis pas qu'on va y arriver du jour au lendemain, mais quoi d'autre? Quelle autre issue dans ce conflit israélo-palestinien qu'une solution à deux États où chacune et chacun peut vivre en sécurité? Les Israéliens comme les Palestiniens. Les Palestiniens ont droit à leur terre, les Israéliens ont droit à leur terre. Et revenons sur le chemin des accords d'Oslo de 1993, que le gouvernement d'extrême droite israélien a tout fait pour saboter. Le meilleur moyen pour Israël d'assurer sa sécurité, c'est qu'il y ait un État palestinien. C'est parfois la voix qu'on entend, y compris au sein de la population israélienne. Mais bien sûr que c'est la voie qui... Enfin, le camp de la paix en Israël a toujours été très fort, mais il a également renoncé et il s'est concentré. Quand vous prenez les grandes manifestations contre Benjamin Netanyahou ces derniers mois, avant le début de cette crise, elles se faisaient sur des questions de politique interne, pas sur des questions de politique externe, pas sur le conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Bien parce qu'il y a le sentiment que cette solution, qui est la seule possible, est également fort improbable au vu de la situation diplomatique. Mais pourquoi est-elle fort improbable? Parce que la communauté internationale a renoncé, si ce n'est à l'imposer, au moins à la promouvoir. On a une autorité palestinienne aujourd'hui qui est extrêmement affaiblie. On a Mahmoud Abbas qui ne tient pas la Cisjordanie et encore moins évidemment la bande de Gaza. Donc il est un interlocuteur compliqué, voire même inexistant. Mais c'est la seule alternative au Hamas aujourd'hui. Et malgré tout, c'est la seule alternative au Hamas. Mais si cette alternative est très faible, c'est aussi parce qu'elle a été peu soutenue par la communauté internationale, pas assez, parce que nous n'avons pas joué le rôle moteur. Tout à l'heure, on parlait de la diplomatie française et de la position de la France. Eh bien, la position de la France, qui est toujours celle et qui a toujours été celle de on respecte les accords d'Oslo et une solution à deux États, la réalité, c'est que cette position est devenue une incantation. Vous arrivez et en tant que dirigeant français, vous rappelez cette solution, mais vous-même n'y croyez pas. La réalité, c'est qu'à force de ne pas y croire, à force de considérer que ça ne peut pas arriver, ça devient performatif. Aujourd'hui, on a un tournant. Parce que si jamais vous n'avez pas à terme
de solution à deux États, vous n'aurez pas une Israël qui pourra être en sécurité. Si jamais vous avez des territoires qui sont déstabilisés et qui vous en veulent à vos frontières, évidemment qu'ils deviennent une poudrière et évidemment qu'ensuite vous pouvez avoir des dommages. Donc Israël a tout intérêt aujourd'hui à promouvoir cette solution. Elle doit être aidée par la communauté internationale, comme l'autorité palestinienne doit l'être. Alors il y aura tout au long de la journée en France et un peu partout en Europe des manifestations pro-palestiniennes. Et puis on est également à J-1 avant la marche contre l'antisémitisme qui aura lieu demain après-midi à Paris, une marche sous haute surveillance encadrée par 3000 forces de l'ordre. Alors quelles sont les personnalités attendues, avec quel message? Éléments de réponse et puis évidemment on en parle avec nos invités. C'est ici, sur l'esplanade des Invalides en plein centre de Paris, que s'élancera le cortège. Départ prévu à 15h, direction l'Assemblée nationale, puis la place Edmond-Rostand à proximité du Sénat. Pourquoi cette marche ? En appelant à cette manifestation, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, veulent un sursaut républicain contre la montée des actes antisémites en France. Plus de 1200 ont été commis depuis le 7 octobre. Autre objectif, demander la libération des otages français encore retenus par le Hamas et rassembler les Français autour de valeurs républicaines et des droits de l'homme. Qui sera présent ? Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher mèneront le cortège. À leur côté, Elisabeth Borne et des membres du gouvernement, mais aussi de nombreux partis et personnalités politiques. Fabien Roussel, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais ni Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise. Présents aussi Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron, en revanche, ne sera pas là. Quelle difficulté ? La première, c'est la polémique déclenchée par la présence du Rassemblement national. De nombreuses personnalités souhaitaient l'empêcher. Les partis socialistes, communistes et écologistes veulent un cordon républicain mettant à l'écart le RN. Autre défi, la sécurité. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour encadrer le cortège. Un carré sera constitué pour protéger les personnalités politiques. Alors, la France Insoumise a décidé de boycotter cette marche demain après-midi à Paris. Nous ne marcherons pas avec les racistes, a justifié Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Les racistes, selon elle, ce sont donc les adhérents du Rassemblement national qui vont donc participer à cette marche. Marine Le Pen, Jordan Bardella. La lutte contre l'antisémitisme ne mérite pas, selon vous, un moment d'unité nationale ? Plusieurs choses. D'abord, permettez-moi de dire ma solidarité et mes pensées envers aujourd'hui toutes les personnes de religion, de culture juive qui sont inquiets face à la recrudescence évidente du nombre d'actes antisémites dans notre pays, plus de 1200 actes. Je comprends tous ces gens qui se disent qui vont changer, qui pensent à changer leur nom sur leur boîte aux lettres, ou j'ai vu dans certaines facs où il était écrit dans les toilettes mort aux juifs. C'est une situation qui est intolérable, insupportable. C'est insupportable et pourtant vous n'allez pas cette marche. J'y arrive. Mais je veux dire avec beaucoup de solennité que la lutte contre l'antisémitisme est un sujet sérieux. Et c'est précisément parce que c'est un sujet sérieux. C'est précisément parce que nous voulons aujourd'hui être aux côtés de toutes les personnes de confession juive et de leur dire que la République est à leur côté, que nous n'allons pas participer à cet exercice d'amnésie collective qui consiste à se rassembler aux côtés du Rassemblement national, qui sont ceux qui ont théorisé, banalisé, diffusé l'idéologie antisémite dans notre pays, qui le construisent politiquement. Et je me permets d'aller au bout. Nous ne défilerons pas à leur côté, mais oui, nous nous rassemblerons demain. Oui, nous nous rassemblerons demain à Paris. Demain matin, à 11h, j'y serai devant le monument commémorant la rafle du Veldiv dans le 15e arrondissement de Paris. À Strasbourg, où la LICRA a très clairement appelé à un rassemblement excluant le Rassemblement national, nous y serons. À Nantes, nous y serons également, où un rassemblement se tiendra. Nous serons également présents, Sébastien Rome, mon collègue, à côté de Montpellier. Alors, Léo Walter, mon collègue, sera présent à Digne-les-Bains. La France insoumise marchera, se rassemblera. Et je finis juste d'un mot, en disant que je comprends... aujourd'hui, l'hésitation de tout le peuple de gauche, à qui, si on pose la question, est-ce que vous voulez marcher contre l'antisémitisme ? Évidemment qu'ils disent oui. Si vous me posez la question, j'ai vu qu'il y a un sondage qui a été diffusé, ma réponse aurait été oui, si on m'avait interrogé. Donc la question aujourd'hui, c'est comment l'on traite l'antisémitisme. Et pour moi, on ne peut pas la traiter avec ceux-là même qui ont participé à la construire dans notre pays. Je précise que selon un récent sondage, une majorité de Français ne sont pas d'accord avec l'idée d'écarter le Rassemblement national de cette marche. Est-ce que la position de la France insoumise de ne pas s'associer à cette marche demain après-midi est audible aujourd'hui à
à la lumière du contexte? Alors, elle est difficilement dans l'opinion pour 2 raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez bien indiqué, vous avez un Rassemblement national, à tort ou à raison, mais qui a réussi, pour une grande partie de l'opinion, s'amuse vers une forme de normalisation. Il y a travaillé intelligemment, souvenez-vous. Là, évidemment, la situation est beaucoup plus dramatique, mais dès le début de la législature, vous avez une candidature de Sébastien Chenu au perchoir qui est retirée pour permettre l'élection au 2e tour de Yaël Braun-Pivet. Vous avez des projets de loi, des textes qui vont voter grâce au soutien, qui vont être votés grâce au soutien du Rassemblement national, en montrant que, c'est un parti qui peut agir à l'Assemblée comme les autres. Le Rassemblement national est dans une stratégie de normalisation. La stratégie de la cravate, etc., on peut la contester sur le fond. Néanmoins, quand on regarde les enquêtes d'opinion, force est de constater qu'aujourd'hui, elle marche. Quand vous regardez notamment les enquêtes Fracture française, on voit qu'il y a une évolution qui est profonde de l'image du parti. De l'autre côté, le sentiment, l'émotion créée par les événements il y a un mois font que la demande d'unité est telle que ce parti qui, même au regard de son histoire, va aujourd'hui être considéré comme n'étant pas une raison suffisante pour la majeure partie des Français pour renoncer à défiler en commun. Donc cette situation, j'entends vos arguments, mais cette situation au sein de l'opinion aujourd'hui n'est pas réellement audible, visible. Mais Jean-Luc Mélenchon, il va même plus loin. Il parle de cette marche comme d'une manipulation. Ne vous laissez pas embobiner, dit-il. Est-ce que vous vous associez à ces propos de Jean-Luc Mélenchon? En quoi dire non à l'antisémitisme, c'est une manipulation? Dire non à l'antisémitisme, de nouveau avec le Rassemblement national, c'est un problème. Et j'entends vos arguments. J'entends qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est en quelque sorte banalisé, normalisé. Dire que c'est normal, c'est bien. Normalisé dans notre pays. Et moi, ça me pose un problème fondamental. Parce que je n'oublie pas que Jean-Marie Le Pen a été condamné à 5 reprises pour antisémitisme et dénégationnisme. Vous pouvez faire non de la tête, c'est une réalité. Un député Rassemblement national, Frédéric Boccaletti, qui est député du Var, a monté une librairie négationniste et il siège aujourd'hui sur les bancs du Rassemblement national et de l'Assemblée nationale. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, n'arrive même pas lui-même à dire que le fondateur, qui est Jean-Marie Le Pen, mais aux côtés d'anciens Waffen-SS, était antisémite. Et oui, je ne peux pas participer à cet exercice d'amnésie collective. D'ailleurs, je constate qu'Emmanuel Macron lui-même est prudent vis-à-vis de la marche. Il n'y participe pas lui-même, y compris si vous lisez l'appel à la marche. Il y a un certain nombre de choses qui sont problématiques à mon avis, à la fois le fait d'importer le conflit israélo-palestinien en y faisant référence dedans, et la deuxième chose, en parlant de l'islam sans parler de l'autre côté de l'extrême droite, c'est finalement remplacer, on va opposer la haine des juifs et la haine des musulmans, et c'est d'ailleurs très bien ce que fait le Rassemblement national. Et je vais vous dire, moi, j'en veux aux journalistes qui ne rappellent pas cette histoire du Rassemblement national, j'en veux aux macronistes qui banalisent en quelque sorte, qui donnent des brevets de respectabilité à l'extrême droite, et vous l'avez rappelé, pendant qu'on met une cible derrière la France insoumise. Vous savez, ma formation politique, la gauche, et l'histoire de la résistance contre le nazisme, ce sont ces résistants communistes qui se tenaient et qui se mobilisaient et qui ont perdu leur vie pour résister contre ceux qui assassinaient les Juifs dans les années 40. Je n'oublie pas cette histoire, et peut-être que nous avons perdu une bataille culturelle, c'est vrai, que cette amnésie collective est en train de prendre dans notre pays. Eh bien, je pense que c'est notre responsabilité à gauche de rappeler cette histoire et de dire qu'on sera plus crédible à lutter contre l'antisémitisme sans ceux qui ont participé à le banaliser. Alors, vous rappelez effectivement cette histoire, mais quand vous dites clairement, c'est votre responsabilité de ne pas aller à cette marche, vous allez, une fois encore, alimenter les accusations d'ambiguïté sur l'antisémitisme qui sont portés régulièrement contre votre parti. En quoi j'ai été... Pardon, dire qu'on lutte contre l'antisémitisme et ne pas aller à une marche contre l'antisémitisme, c'est ambigu. Pardon, je vous l'ai dit. 1, nous serons présents demain dans de nombreux rassemblements contre l'antisémitisme. 2, toute notre histoire est issue de la lutte contre l'antisémitisme. 3, stop. Arrêtez, vous avez une responsabilité, vous les journalistes. À quel moment dans ce que j'ai dit, j'ai été ambigu dans la lutte contre l'antisémitisme? J'ai dit aujourd'hui que l'antisémitisme était en recrudescence. J'ai dit que c'était dangereux pour notre pays. J'ai dit que les juifs de notre pays doivent savoir que notre République se tient à leur côté, que notre responsabilité est de les défendre, que notre responsabilité est d'éduquer nos enfants, de leur dire que oui, un juif, un musulman, un chrétien, quelle que soit sa religion, est un citoyen de notre pays. En quoi j'ai été ambigu? Donc aujourd'hui, je pense que, si vous me le permettez, vous desservez la lutte contre l'antisémitisme à dire que ceux qui ont mené cette lutte seraient aujourd'hui ambigus.
Et donc, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Et c'est la raison pour laquelle demain, nous nous rassemblerons. Beaucoup de mes amis seront dans des marches et dans des rassemblements. Et c'est la raison pour laquelle jamais, jamais, nous ne contribuerons à blanchir le Rassemblement national qui a contribué à tous les drames qu'a connus notre histoire en la matière. Alors, je précise que j'ai juste posé des questions que se posent beaucoup de Français Mais aujourd'hui vous sans vous avez dit prendre que parti vous nullement. avez posé la question de notre ambiguïté. Je suis désolée, poser la question aujourd'hui, au vu de ce que je viens de vous dire, est aujourd'hui semer le doute dans ceux qui nous regardent. Et je veux le dire à ceux qui nous regardent, en quoi mon discours aujourd'hui peut semer le doute. Le message est passé. Merci beaucoup d'être Merci à venu vous. sur le plateau du 12-13 de France Info.